Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale. Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Au programme aujourd'hui des assureurs en première ligne. On en parle avec le patron d'AXA France. On fera notre tour d'horizon de l'actualité des entreprises comme chaque mois avec Arnaud Marion. Et puis on terminera en parlant d'insectes. C'est Bismart l'émission, c'est parti. Pour commencer cette émission, je reçois Patrick Cohen, directeur général d'AXA France. Bonjour. Bonjour Aurélie. On va redonner peut-être d'abord quelques équilibres. 28 milliards de chiffre d'affaires AXA France, 1,7 milliard de résultats opérationnels, 30 000 collaborateurs, 10 millions de clients particuliers et entreprises. Donc en fait, vous êtes un peu le premier assureur des Français, si je comprends bien. Exactement, on a ce privilège d'être le premier assureur des Français. Ce qui nous oblige à la fois pour chercher toujours à les satisfaire de plus en plus, et puis également dans nos actions pour être engagés dans la société. Alors justement, il y a pas mal de questions d'actualité en ce moment autour du pouvoir d'achat. Vous dites que vous allez être aux côtés des Français. Alors moi je me rappelle, il y a quelque chose comme 15 jours, les assureurs dans leur globalité ont été convoqués à Bercy. On leur a demandé de limiter un petit peu les tarifs au regard de l'inflation. Est-ce que vous considérez qu'il faut aujourd'hui que les entreprises prennent part à une sorte d'effort national pour qu'elles servent elles aussi un peu de bouclier tarifaire à l'instar du gouvernement ? L'inflation, c'est dur au quotidien pour les Français parce qu'elle touche des postes qui sont importants dans le budget des familles, notamment des plus modestes. C'est l'alimentation, c'est l'énergie. Donc moi, je pense que toutes les entreprises en France se posent la question de savoir comment faire pour ne pas la répercuter dans leur prix. Pour ce qui est des assureurs, on a pris un engagement qui est fort. Cet engagement qu'on a construit avec Bercy dans une discussion très constructive, c'est celui que l'évolution de nos primes en assurance auto et habitation soit en dessous de l'inflation. Pourquoi est-ce que c'est un engagement fort ? Parce qu'en 2022, le coût des sinistres climatiques, il atteint un record sur les 8 premiers mois de l'année. Ça va coûter aux assureurs plus de 5 milliards. C'est à peu près plus de 2 fois le coût d'une année complète. Et puis, on prend aussi l'inflation de plein fouet dans le coût des réparations. Vous savez, aujourd'hui, remplacer des pièces de carrosserie, remplacer un pare-brise, ça coûte entre 15 et 20% plus cher que l'année dernière. Donc, on a voulu faire cet effort. Et c'est un effort de ne pas répercuter ces coûts. Et c'est dans une logique solidaire. Alors, vous avez même décidé d'aller plus loin que ce qui a été décidé au niveau de la Fédération des assureurs. Pourquoi est-ce que vous faites ce choix ? Parce qu'effectivement, vous le dites, en même temps, le contexte, il est aussi compliqué pour vous que pour n'importe qui, finalement. Oui, on a voulu aller au-delà des mesures prises par le secteur pour rendre plus de pouvoir d'achat aux Français. Donc, très concrètement, quelques exemples. Pour tous nos clients qui ont moins de 30 ans, eh bien, nous allons geler leurs primes d'assurance auto et habitation. Pour les clients qui ont moins de 25 ans, qui sont à la recherche d'emploi, eh bien, nous allons diminuer leurs primes sur l'assurance auto et santé de 100 €. Et puis, si vous êtes client d'AXA et que vous décidez de changer de véhicule pour un véhicule hybride ou électrique, on va vous remettre 100 €. Donc, c'est bon pour le pouvoir d'achat, c'est bon pour l'environnement. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait ? Parce que vous l'avez dit en introduction, nous sommes le premier assureur des Français. Vous savez, nos agents, nos conseillers partout en France, ils ont des liens très forts avec les clients, parfois sur plusieurs générations. On voulait être au rendez-vous, on voulait faire cet effort bien pour aider les Français à passer le cap de l'inflation. Vous disiez le coût des risques climatiques augmente. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de rapports sur le sujet qui montrent effectivement que les assureurs là-dessus sont évidemment en première ligne, puisque vous assurez ces risques climatiques. Mais est-ce qu'il est possible de faire aujourd'hui de la prévention contre ces risques ? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez mettre en place ? Vous avez déjà raison de souligner que cette année est particulièrement mauvaise sur les climatiques. On a eu sur les mois de mai et de juin l'équivalent de 4 années de grêle. Il y a des millions de Français qui ont été touchés. Moi, j'ai vécu un épisode de tempête et d'inondation avec ma femme et mes enfants. C'est très soudain, c'est très traumatisant. Et dans ces moments-là, il est très important de savoir quoi faire. C'est pour ça qu'on s'emploie de manière très intense à développer nos efforts de prévention. On le fait avec nos clients particuliers, on leur envoie des millions de messages, de SMS, d'emails pour leur rappeler quels sont les bons gestes et aussi pour
prévenir de l'arrivée, par exemple, d'une tempête. On le fait avec nos clients entreprises. On organise des simulations, des mises en situation, et puis nos experts les aident à comprendre leur exposition au risque climatique. On le fait également avec les communautés locales. Pas plus tard que cette semaine, on était dans le Calvados avec des élus locaux pour les aider à formaliser leur plan de sauvegarde de leur commune. Vous prenez d'autres engagements de ce type ? Écoutez, sur le climat, AXA est une entreprise qui a été pionnière dans le secteur. On est très fiers d'avoir fait en quelque sorte bouger les lignes parce que dès 2016, on s'est engagé à ne plus investir dans le secteur du charbon. Et moi, je souhaite qu'AXA France soit une entreprise référence sur le sujet. Et donc là aussi, on agit très concrètement. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, par exemple, nous avons été les premiers à proposer des solutions d'assurance au secteur de la transition énergétique. Photovoltaïque, éolien, hydrogène. On investit également massivement dans ces secteurs. AXA France investit 11 milliards dans ces secteurs-là. On répare 11 milliards. 11 milliards. On répare plus vert. C'est par exemple l'utilisation des pièces détachées recyclées dans les réparations auto. Et puis, en tant qu'entreprise, on est aussi très mobilisé pour réduire notre empreinte carbone. On l'a réduit de 60% ces dernières années. On va continuer sur cette tendance. Emmanuel Macron avait émis à un moment l'idée de corroborer en quelque sorte la rémunération des grands dirigeants d'entreprise avec des objectifs climatiques ou carbone. Comment est-ce que vous regardez ça ? C'est déjà le cas chez nous. Ma rémunération, celle des dirigeants d'AXA France, elle est liée à l'atteinte d'objectifs mesurables sur des enjeux sociétaux et environnementaux. Donc c'est par exemple le niveau d'investissement dans le secteur de la transition énergétique, c'est la réduction de notre empreinte carbone, et c'est très important chez AXA, l'atteinte de la parité homme-femme dans nos équipes de direction. Moi, je suis très fier de travailler pour une entreprise qui met autant de ferveur, qui met autant de rigueur dans l'atteinte de ses objectifs, de la même manière qu'elle le met dans l'atteinte de ses résultats économiques. C'est porteur de sens et de motivation. Vous êtes arrivé à la tête d'AXA France il y a à peu près un an. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la stratégie que vous avez commencé à mettre en œuvre et que vous comptez déployer ? Nous, on a 3 priorités stratégiques. La première, c'est la satisfaction client. Et donc, on essaye de tout faire en utilisant notamment la technologie, mais nos réseaux d'agents généraux qui sont présents partout en France. Tous les Français chaque Français est à moins de 5 km d'une agence AXA. Donc, on investit dans les parcours digitaux pour que ça soit plus simple, pour que ça soit plus rapide, pour que ça soit plus clair. On a également l'objectif de simplifier au travers de la technologie notre organisation, simplifier nos process pour servir nos clients, pour servir nos distributeurs, et donc que l'on soit également là aussi plus rapide et qu'on puisse réveiller l'ADN entrepreneur qui est l'ADN d'AXA France. Et puis on est très engagé sur 2 thèmes qui sont l'engagement sociétal, vous l'avez compris, sur le climat, mais pas seulement, la diversité, l'inclusion sous toutes ses formes, et également sur le bien-être des collaborateurs. J'entends technologie, mais est-ce que à l'avenir, la technologie remplacera le conseiller ? Est-ce que vous dites en même temps, on développe la technologie, mais il y a toujours un conseiller AXA à moins de 5 km des Français. Comment est-ce que vous regardez ça ? Écoutez, le modèle, c'est pas l'un ou l'autre, c'est la combinaison des deux. Ce que souhaitent avoir nos clients, c'est la combinaison d'un conseil d'experts, la proximité de nos agents, de nos conseillers sur le terrain, et puis pour certaines opérations, avoir la possibilité de les réaliser de manière digitale pour que ça soit plus simple, plus rapide et qu'ils puissent le faire depuis chez eux. Ce sera quoi être assureur demain ? Être assureur demain, c'est d'abord avoir conscience, à mon sens, qu'on fait l'un des plus beaux métiers du monde. Parce que nous, notre métier, c'est la protection. On protège les personnes, on protège ce qu'elles ont de plus cher, leurs familles, leurs entreprises, leur santé. C'est aussi avoir la conscience, à mon sens, que nous faisons un métier dont le monde a de plus en plus besoin. Parce que pour se projeter dans la vie, pour entreprendre, on a besoin d'une part de sérénité. On a besoin d'une part de sécurité. Or, on vit dans un monde qui est particulièrement incertain. La crise économique, la crise géopolitique, de nouveaux risques qui émergent. C'est le risque climatique, c'est le cyber. Donc par rapport à ça, pour être un bon assureur, à mon sens, il faut être solide et il faut être également solidaire. Solide, ça veut dire être capable de protéger nos clients face à ces aléas. Ça veut dire être capable également d'investir
dans l'économie, de la soutenir. AXA France, nous investissons 115 milliards dans l'économie productive. On soutient partout en France les PME, les ETI. Et puis, ça veut dire continuer à innover, notamment avec la technologie. Vous voyez un exemple très concret. Si vous êtes assuré chez AXA France aujourd'hui, eh bien, vous avez un accrochage avec votre voiture, vous prenez votre smartphone, vous prenez une photo de votre voiture, on va vous proposer une indemnité de manière immédiate parce qu'on sera capable d'évaluer le dommage avec cette photo. Donc ça, c'est être solide. Et c'est parce qu'on est solide qu'on peut être solidaire. C'est parce qu'on est solide qu'on est capable de prendre ces mesures pour le pouvoir d'achat. C'est parce qu'on est solide qu'AXA France, aujourd'hui, embauche 3000 jeunes, dont 600 dans les quartiers prioritaires. Et c'est parce qu'on est solide qu'on peut avoir des actions de mécénat qui ont l'impact. Nous sommes l'un des premiers mécènes sur la recherche médicale en France ou sur la protection du patrimoine, nos musées, nos monuments. J'aime beaucoup cette phrase que vous venez de dire. Assureur, c'est le plus beau métier du monde, mais j'ai quand même l'impression qu'il n'est pas du tout perçu comme tel. On a beaucoup critiqué les assureurs, notamment pendant la crise du Covid. Comment est-ce que vous, à votre niveau, vous pouvez aujourd'hui participer à redorer un peu cette image ? Je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est de toujours mieux faire notre métier. Donc c'est savoir-faire. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire être à la hauteur des attentes de nos clients. Faire les choses de manière plus simple, plus rapide, plus claire. L'obsession de la satisfaction client, c'est très important dans notre métier aujourd'hui. La deuxième chose, c'est faire savoir. C'est faire savoir que sur les grands enjeux de notre époque, qui touchent les Français dans leur quotidien, eh bien les assureurs font partie de la solution. Je pense au risque climatique, je pense au cyber, mais je pense également à la santé, à la dépendance, à la retraite, à l'inclusion sociale. Sur tous ces sujets-là, nous avons un impact positif. Donc c'est à nous de prendre la parole, c'est à nous de faire l'effort de nous raconter, de nous expliquer pour l'ensemble de nos concitoyens, d'expliquer que nous protégeons les Français, d'expliquer que nous soutenons, nous finançons l'économie, et puis qu'on crée des emplois partout en France. Et ça, c'est le sens de ce que je porte chez AXA et en tant que vice-président de France Assureur. Merci beaucoup Patrick Cohen. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'AXA France. On poursuit cette émission avec notre rendez-vous mensuel avec Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. Bonjour Arnaud. Bonjour Aurélie. Alors on a un agenda aujourd'hui très très chargé, beaucoup d'actualités d'entreprise. Ça fait un moment qu'on n'en a pas eu autant. D'abord peut-être le dossier de la semaine qui est Renault-Nissan. Ça ressemble un peu quand même à une séparation, c'est-à-dire que Renault serait prêt à baisser sa participation à 15% contre 43% actuellement dans Nissan. En échange, Nissan prendrait une part dans sa filiale électrique. Alors, du côté de l'Alliance, on nous répète que voilà, c'est un nouveau souffle. Mais qu'en est-il exactement ? Comment est-ce que vous regardez ça, Arnaud ? En tout cas, les choses ont été bien accueillies par les marchés, donc il était de toute façon temps de faire quelque chose. Oui, alors il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors effectivement, on entend, est-ce que c'est un divorce à l'italienne ? Est-ce que c'est une séparation ? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu, on va vers un couple libre. Ah d'accord. C'est un peu ce que je dirais. Moi, je crois qu'il y a eu un péché originel en 2015. Quand tout d'un coup, le ministère des Finances a décidé, à Montebourg, Emmanuel Macron, de dire on va renforcer notre participation en faisant un coup bas à Nissan, qui eux, je rappelle, ont 15% de Renault sans droit de vote. Et tout d'un coup, cette appréciation de la participation, de dire on va passer de 15 à 40%, ça a été vécu comme une humiliation pour les Japonais. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, cette alliance, je ne suis pas sûr qu'elle reposait sur Renault, je crois qu'elle reposait sur Carlos Ghosn. Parce qu'il était considéré comme le sauveur de Nissan, qui aurait pu tomber en faillite, et il l'a relevé. Et ça, je crois qu'il ne faut pas lui enlever dans son bilan. Mais c'est lui l'équilibre de cette alliance, c'était Carlos Ghosn. À partir du moment où, contre l'avis de Carlos Ghosn, il y a eu un renforcement de la participation, qu'on a toujours l'État qui interagit dans Renault, et que, comment dirais-je, il y a eu un peu toutes ces stratégies, tous ces problèmes entre Carlos Ghosn et le Japon et autres, on est arrivé à une espèce de voie sans issue, de chemin qui ne mène nulle part, et je crois qu'on était au bout du bout, avec quand même avoir en tête que
En avril, Renault valait 6 milliards, participation dans Nissan comprise, c'est-à-dire que la participation dans Nissan valait plus que Renault. Ah oui. Voilà, J'avais valait pas plus cet que la équilibre, capitalisation en tête. boursière. Aujourd'hui, avec les annonces, ça vaut à peu près 9 milliards. Et Renault, en tant que tel, hors Nissan, est venu enfin à une participation positive, enfin une valeur positive de l'ordre de 2 milliards d'euros. Et c'est quand même ça qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'en fait, quand on réfléchit par rapport à Renault-Nissan, il faut voir que Renault n'est plus pricé par le marché. En fait, seul Nissan est pricé. Donc, faut avoir ça en tête. Ça, c'est l'élément de contexte. Mais sur la transaction, on nous dit que donc Nissan devrait prendre une participation dans la filiale électrique future de Renault. On sent qu'il y a des réticences du côté de Nissan. Comment est-ce que vous les expliquez? Parce que finalement, au regard de tout ce que vous me dites, on se dit, ouais, finalement, c'est assez logique. Même les Japonais doivent être soulagés, quoi. Donc, ils devraient foncer. Oui, mais en fait, Renault-Nissan, en matière de vélo électrique, de véhicules électriques, pardon pour le lapsus, finalement, c'était la Nissan Leaf qui a toujours été en avance. Nissan a toujours été en avance sur Renault, mais n'a jamais partagé sa techno. Donc le projet Ampère, qui est voulu par Renault, et qui dit on accepte de baisser, mais vous allez devenir actionnaire, c'est pas pour les 15% que Nissan mettrait dans le Ampère qui vaudrait 10 milliards dans l'IPO qui est prévu. C'est tout simplement le fait qu'ils veulent récupérer la technologie véhicule électrique, la technologie batterie et les logiciels de Nissan. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que vous savez qu'en France, on est parti pour le tout électrique horizon 2030, ce qui, à mon avis, est la pire des erreurs, parce qu'on n'a pas les infrastructures qui vont permettre d'absorber ça. Et on imagine ce que ça donnera sur les autoroutes pour recharger au bout de 400 km les batteries. On en a déjà eu un mini aperçu cet été, mais à toute petite échelle. Mais c'est surtout que Nissan ne partage pas ça. Ils ont une vision de l'hybride, mais pas de l'hybride rechargeable, d'un hybride autonome où il y aurait en fait un moteur électrique et un petit moteur thermique qui permettrait en roulant de recharger le moteur électrique de façon à ce qu'on n'ait jamais besoin de se connecter à une borne. C'est la technologie e-Power de Nissan, et je pense que l'enjeu de Nissan, il est là. C'est est-ce qu'il va partager avec son ennemi de toujours, ou est-ce qu'il va rester autonome alors qu'il a prévu 15 milliards d'investissements dans les 4 ou 5 prochaines années sur cette technologie. Mais cette question-là, elle est fondamentale pour l'avenir de Renault aussi, parce que si je comprends bien, Renault ne peut pas faire sa réorganisation de splitter effectivement de certaines activités avec Ampère d'un côté et Horse de l'autre, sans l'aval de Nissan. Bien sûr, et en fait c'est un problème de maîtrise de la chaîne de valeur du véhicule électrique. Le problème c'est que les deux constructeurs français ont considéré que c'était l'avenir. Moi je pense qu'il faudra être sur des formes d'hybrides quelles qu'elles soient, pas forcément d'ailleurs avec de l'essence issue du pétrole, mais on sait que Total Energy est en train de travailler sur des essences synthétiques en fait, et je pense que Nissan est beaucoup plus dans le vrai que aussi bien Renault ou que Stellantis d'ailleurs, puisqu'ils y vont tous tête baissée. Il y a eu une interview récente dans Le Parisien des deux patrons de Stellantis et autres disant nous en fait c'est une décision de l'État et finalement et donc on y va, mais je crois qu'ils y vont pas de gaieté de cœur, quoi. Sur ce plan-là, la Tribune a titré c'est un coup de génie de Luca De Meo. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je pense qu'il faut en sortir en fait. Je pense que de toute façon, il faut sortir de l'humiliation qui a été faite, il faut sortir de cette situation où il n'y a pas vraiment de collaboration. Donc c'est certainement la fin de l'histoire qu'il faut réinventer. Moi, c'est pour ça que je parlais de couple libre tout à l'heure. Le vrai enjeu, c'est est-ce que Nissan va accepter de partager sa technologie pour l'instant, c'est pas sûr. Il y a des négociations, mais finalement, quelle va être la stratégie de Renault pour que Renault ait une valeur sur le marché, puisque aujourd'hui, comme je vous le disais en introduction, il n'y a pas de valeur de Renault sur le marché. Enfin, dire que Renault vaut 2 milliards. Oui, ça semble sans très Nissan, voilà. Et puis, juste un petit clin d'œil, si en 2015, on était passé de 43% à 15% dans la participation, ça aurait rapporté 12 milliards à Renault. Ça aurait rapporté 12 milliards 12 milliards.
absolument. Ça en dit long. Ça en dit long. Bon, autre dossier, celui de Casino. Crise de la dette chez Casino. J'ai envie de vous dire, c'est quand même pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que c'est devenu visiblement un actif spéculatif, en tout cas au regard de l'agence S&P, qui a abaissé la note de dette de Casino à triple C. Triple C moins. Triple C moins, donc avec perspective négative en plus. Pourquoi maintenant ? Parce que effectivement, cette histoire-là, on en parle régulièrement. C'est pas nouveau l'histoire de la dette de Casino. C'est pas du tout nouveau, bon, sauf qu'aujourd'hui, Rallye vaut 100 millions et Casino vaut 800 millions et qu'il y a un levier de 8. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dette vaut il y a 8 fois l'EBITDA en dette. En dette. Et que si vous regardez le pricing de la dette, vous savez que la dette, elle est cotée, c'est assez intéressant. Moi, j'ai regardé, on est à 45%. C'est-à-dire qu'en fait, le marché price le fait que le bon levier pour Casino, ce serait un levier de 4 environ, 4 à 5, quoi. Classique, ce qui est déjà 5, c'est déjà beaucoup, mais ça peut être accepté. Et donc, moi j'ai envie de dire, à qui appartient Casino aujourd'hui ? Ça n'appartient à mon avis plus déjà à Rallye. Je pense que ça appartient aux créanciers qui ont la main. Alors quand je dis le pricing de la dette, c'était la dette non sécurisée. Il y a eu une opération au mois d'avril. Oui. Rallye a fait un rachat de sa propre dette à 15%. 85% de décote. Donc on voit bien que c'est un vrai sujet. L'enjeu, c'est quoi ? C'est que Jean-Charles Naouri s'était engagé sur des cessions. Ces cessions viennent pas. On a vu qu'il avait cédé GreenYellow, certainement moins cher qu'il aurait pu le vendre à un moment. Il a 2 autres pépites, en fait. Enfin, il a bien évidemment ses enseignes. Franprix, Monoprix, Casino, Cdiscount, Naturalia, qui valent très cher. Cdiscount, à mon avis, il y a 2 ans, il aurait fait une bien meilleure affaire parce que le pricing a vraiment baissé sur les sociétés e-commerce et il a les actifs en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, c'est pas un long fleuve tranquille pour lui, parce qu'il y a aussi pas mal d'attaques d'ONG. On sent qu'il est soumis, certainement par en dessous, un peu des activistes qui essayent de déstabiliser, mais on dit que ça vaut 2,5 milliards. Donc en fait, aujourd'hui, c'est les créanciers. Il y a des créanciers français, BNP, Crédit Agricole notamment, qui effectivement font pression de façon à ce qu'ils puissent se désendetter le plus vite possible. Alors jusqu'à présent, Jean-Charles Naouri, il s'en est toujours sorti. Toujours. Je vous rappelle quand même, on en avait discuté ensemble. En fin 2021, il y a pas tout à fait un an, je crois que c'était novembre ou décembre, il a utilisé les mesures Covid pour, à l'avance, repousser l'échéance qui était de 2023 sur sa dette à 2025. Il ne faut pas l'oublier. C'est vrai. Les banquiers, ils n'ont pas apprécié. Les créanciers, ils n'ont pas apprécié parce que la mesure Covid pour Casino, alors qu'on sait que les grandes enseignes n'ont pas franchement pâti de la pandémie, c'était un peu osé, mais il a osé, il l'a fait. Ça, c'est toujours ce qu'a fait Jean-Charles Naouri. Il a toujours été soutenu finalement par l'establishment, il est critiqué ouvertement, mais soutenu. Est-ce qu'il va être encore soutenu ? Ça va être la grande question. Moi, j'ai tendance à dire que quand il y a la conjonction d'avoir beaucoup de dettes, d'avoir une dette qui se décote au niveau du marché, ça veut dire que ça décote la société. Ouais. N'oubliez pas que pour l'instant il n'est pas en défaut de paiement, mais il est en flux de trésorerie négatif quand même. C'est-à-dire que Casino ne génère plus de flux de trésorerie positif. Donc de toute façon, entre Rallye et Casino, à un moment, ça va coincer et le sujet est là. Est-ce que ça va relancer les spéculations sur un mouvement de concentration dans la grande distrib, selon vous ? Alors, les créanciers poussent à ça. Mais moi, je m'interroge, mais qui voudrait s'associer avec Casino, qui est surendetté par rapport aux autres ? Alors, on dit Carrefour et Auchan. Auchan est hyper malade, comme vous le savez, on en a parlé à de nombreuses reprises. Ils ont un modèle d'hypermarché qui n'est plus du tout en vogue aujourd'hui et eux-mêmes doivent se transformer. Ils ont la chance de ne pas être endettés au niveau du groupe Mullier. Et on a Carrefour qui, sous la houlette d'Alexandre Bompard, quand même, mène une transformation tambour battant à tout point de vue. Vrai. D'accord ? C'est peut-être un des rares à avoir été capable de faire ça. Est-ce qu'il va vouloir se marier avec un malade ? Après,
vous pouvez aussi vendre par appartement, parce qu'il y a un certain nombre de belles pépites. Et puis, on pense toujours à eux, mais il y a aussi des outsiders. Moi, je pensais aussi au SPAC Zouari, Niel, Pigas. Bah oui. Ils ont monté un SPAC pour l'agroalimentaire. Pour l'instant, ils ont fait une opération avec InVivo. Ce qui leur empêche Zouari, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est le principal franchisé de Franprix. Est-ce qu'à un moment, il y aura des cessions comme ça? On sait que Naouri ne le veut pas, mais aujourd'hui, le surendettement du groupe marchait tant qu'il y avait des remontées de flux positifs et de dividendes. Aujourd'hui, il est encadré pour tout ce qu'il veut faire par ces accords de sauvegarde. Donc la marge de manœuvre est quand même de plus en plus faible, mais pour l'instant, il n'est pas en défaut de paiement. Mais effectivement, CCC-, c'est quand même une catégorie hyper spéculative pour les sociétés qui sont au bord de la banqueroute. Hein. Donc, au premier défaut, effectivement, n'oubliez pas qu'il y a une directive européenne maintenant, en France, qui est applicable, qui fait que ce sont les créanciers qui ont la main et pas forcément les actionnaires. Donc moi, je pense que si je voulais reprendre Casino aujourd'hui, j'aurais peut-être un petit peu au capital, mais surtout beaucoup de dettes. On va voir, et la dette, à mon avis, risque de tourner, quoi. C'est souvent par là qu'il y a la solution. Autre dossier, celui de Camaïeu, qui pour le coup est terminé. Enseigne fondée en 84, c'était l'un des distributeurs les plus rentables de l'habillement dans les années 90, placé en liquidation judiciaire, quelque chose comme 2 ans après sa reprise par Michel Oyon. Et vous, c'est pas la première fois que vous me dites, vous étiez convaincu que ça n'allait pas marcher. Ah, depuis le début, oui, bien sûr. Alors d'abord, il faut rappeler quand même que dans l'histoire de Camaïeu, c'est hyper rentable jusqu'en 2005, jusqu'à ce que ce soit vendu à des fonds d'investissement. Et que ce soit vendu très cher et que, bien évidemment, il y ait des stratégies uniquement de financiers et plus de retailers. Ouais. Parallèlement à l'explosion du e-commerce multiplateforme et des plateformes, bien évidemment, qui n'existaient pas tant que ça en 2005. Faut pas l'oublier. C'était il y a 17 ans, ça ne nous rajeunit pas. Non. Mais bon, à l'époque, c'était pas Amazon qui dominait le marché ou autre. Et puis, effectivement, en plus, le développement d'une fast fashion et d'une super fast fashion et autres. La reprise de Camaïeu en 2020, en fait, a laissé un gros malaise. Pourquoi ? Parce que les administrateurs judiciaires ne soutenaient pas le dossier de Michel Oyon, parce qu'il n'était pas financier et qu'il n'avait pas transmis ses plans de financement. Il ne les a transmis que la veille de l'audience, directement au juge, etc. Et donc les administrateurs judiciaires étaient furieux de cette histoire. Alors certes, le choix du tribunal, c'était la peste ou le choléra. C'était soit les hedge funds, notamment de l'époque, les Golden Tree, je crois qu'il y avait CVC ou autre, et puis soit Michel Oyon qui, comme à son habitude, ne finance jamais. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain de sa reprise ? Il faisait déjà le tour des couloirs de Bercy pour obtenir du PGE, pour obtenir de l'aide, pour obtenir des fonds du FDES. Je vous rappelle que c'était une période bénie. Et la stratégie de Michel Oyon, qui a racheté tellement de choses, et Gap, les Galeries Lafayette, c'est différent parce que c'est des magasins de centre-ville, souvent des beaux immeubles, des magasins de centre-ville. Par rapport à son activité immobilière, ça avait du sens. Cohérence, tout à fait. Ça avait du sens. Bon, après, il avait repris la Grande Récré, Ludendo ou autre. Mais de toute façon, sa stratégie à lui, c'était de dire « je rachète tout ce qui va tomber, et je vais devenir le plus gros retailer de France, et on sera obligé de compter avec moi dans le paysage ». Bon, bien évidemment, tout ça sans transformer, sans mettre 1 euro pour transformer le modèle. Le problème de Camaïeu, c'est que le Camaïeu d'après, c'est le Camaïeu d'avant. C'est un modèle non transformé, non viable, non rentable, pire que tout, qui a généré 250 millions de passifs. Donc, pour moi, c'est l'épilogue d'une erreur, d'un sauvetage à tout prix. Et aujourd'hui, vous savez, Camaïeu, avant, c'était 6% de part de marché sur sa part de marché pertinente. Aujourd'hui, ça en fait moins de 3. Donc, les concurrents sont contents. Mais cela dit, Camaïeu n'est pas tout seul. Je veux dire, il y a aussi Célio, André, La Halle. On s'en souvient qu'il y a eu une période terrible, Sand Marina. Il y a un problème global sur ce secteur. Bien sûr. Oui. Alors, Célio, je vais les mettre à part parce qu'ils ont fait le choix d'une sauvegarde et ils s'en sont quand même vachement bien tirés, y compris en étant en sauvegarde
et en étant en pleine pandémie, donc n'ayant pas le droit, contrairement aux autres, de générer du passif ou autre. Tout à fait. Il faut quand même les admirer. Et je dirais que la famille Grossman, Sébastien Bismuth, Johannes Soenen, ils ont fait un super travail Oui, c'est vrai. de restructuration. J'espère que ce sera durable. Est-ce que ce sera durable? On ne le sait pas. Mais oui, effectivement, on se l'est dit, je ne sais plus dans laquelle de nos émissions, il y a tellement d'entreprises de retail qui sont à vendre à des prix négatifs aujourd'hui. Effectivement, Camaïeu, c'est comme Vivarté. À un moment, on a beau avoir une marque, elle a beau être belle ou en tout cas acceptée, ça ne suffit plus aujourd'hui pour rentabiliser. Vous savez, quand vous regardez des business plans de retailers, et notamment ceux qui essayent de vous prouver qu'ils sont en train de se transformer, etc., etc., à périmètre constant, c'est une érosion tous les ans. Les magasins à périmètre constant. Donc, la seule façon pour ces chaînes-là, c'est d'être toujours dans une perspective de croissance pour augmenter le chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas de la croissance organique. C'est ça le problème, c'est qu'il y a une décroissance organique qu'on essaye généralement de compenser par autre chose. Et donc, effectivement, il y a la stratégie digitale, mais la stratégie digitale, elle coûte cher. Le coût d'acquisition d'une vente sur Internet, c'est le prix d'un loyer, c'est 25%. Entre ce que vous payez à Instagram ou à Google ou à ce genre de choses. Donc oui, il y a un problème de transformation du modèle, il y a un problème de coût des loyers pour ces enseignes qui ne peuvent plus supporter notamment les coûts des loyers d'un certain nombre de grandes enseignes. Et aujourd'hui, moi j'ai discuté avec pas mal de retailers, c'est le hasard ces derniers temps, et vous vous apercevez que les bonnes stratégies sur une agglomération, c'est d'être présent à la fois dans un centre commercial et dans un magasin de centre-ville. C'est-à-dire qu'on revient à des modèles complètement différents d'avant en disant, quand on peut se répondre entre le centre-ville et la périphérie dans les centres commerciaux, là, on commence à réatteindre des tailles critiques et on se réalimente ensemble. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, ils sont obligés de faire du click to store et du store to click. C'est-à-dire que vous ne le trouvez pas en magasin, mais c'est pas grave, on le commande par Internet et ça vous sera livré chez vous depuis le magasin. Donc, le modèle est complètement chamboulé. Le ratage du mois, si vous me passez l'expression, Arnaud, c'est le mariage M6-TF1. Ce mariage a-t-il eu jamais une chance d'aboutir ? C'était ambitieux. Faut-il avoir raison trop tôt? Mais c'était exactement ma question d'après. Voilà. Mais je pense que... Moi, j'ai l'impression que leur vision était la bonne. D'ailleurs, l'Arcom était pour cette fusion. L'autorité de la concurrence était contre. L'Arcom, c'est l'ex-CSA. Voilà. Il faut quand même le dire, et c'est quand même intéressant. La vraie question qu'on se pose à chaque fois dans les fusions, acquisitions comme ça, c'est le marché pertinent. Est-ce que l'autorité de la concurrence a bien déterminé le marché pertinent quand on voit la concurrence des plateformes? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il y a une multimodalité des contenus. Et là, la vraie difficulté, je pense, de ce dossier, c'est que finalement, il y avait un problème de concurrence à 3 niveaux. Il y avait un problème de concurrence sur la publicité, il y avait un problème de concurrence sur la production audiovisuelle. À chaque fois, TF1 M6 aura été à 70%. Et un problème de concurrence également par rapport aux opérateurs télécoms qui distribuent dans leur bouquet les chaînes. Et ça, effectivement, c'est un vrai sujet. Je pense que c'était très ambitieux. Ils auraient certainement dû s'arrêter peut-être plus tôt. Et on a vu, moi j'ai pas compris ce dernier tour qui a été fait à la va-vite il y a 15 jours, mais sur le papier ça pouvait pas fonctionner puisque ils avaient que 2 mois avant la fin de l'année et avant le lancement du renouvellement de leur fréquence pour le faire. Il y a des rumeurs en plus qui disent que un Xavier Niel pourrait essayer d'aller les concurrencer au niveau du renouvellement de la fréquence. J'ai lu ça, mais ça suppose quand même de monter une chaîne de télévision d'ici là. Comme vous le savez, c'est pas rien. Je peux confirmer que ça demande un peu de temps et un peu d'énergie. Où va Atos? C'est mon autre question du jour. J'avoue que j'ai du mal à y voir clair. Atos, un cours de bourse divisé par 5 en un an. Mi-juin, on annonce la séparation des activités historiques des services informatiques de celle du cloud digital cybersécurité. La semaine dernière, OnePoint qui propose un rachat. Des actionnaires qui réclament et qui auraient obtenu le départ du patron. Qu'est-ce qui se passe dans ce groupe qui était pourtant un des fleurons de la France informatique il y a encore peu? Oui, alors, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, tout ça,
met un nuage de fumée sur ce qu'est Atos en termes de souveraineté numérique. Et je pense que le fabricant des supercalculateurs, le grand spécialiste de la cybersécurité, du big data, des services numériques, c'est même à l'échelle européenne, waouh, on devrait en être fier, mais on a du mal à en être fier. La proposition de OnePoint, David Layani est un super chef d'entreprise et tout. Il faut quand même dire, il fait 400 millions de chiffre d'affaires, il a 3000 collaborateurs, il veut racheter l'entreprise qui fait 5 milliards et qu'en a 60 000. Bon, moi je trouve que c'était pas adroit de le faire avec des fonds anglais comme il l'a fait avec ICG. C'est-à-dire que allons jusqu'au bout, quoi. Faisons une solution française. Et vous savez que c'est quand même très, très regardé. N'oublions pas qu'il y a Édouard Philippe qui est au bord de Atos. Tout à fait. Donc un ancien Premier ministre qui a du poids. Je pense que le gouvernement est très attentif, bien évidemment, à ce dossier. On entend qu'il pourrait y avoir Thales, qu'il pourrait y avoir Orange, pourquoi pas Capgemini, bien évidemment. On a même entendu le nom de OVH Cloud. Donc... on ne sait pas, bon. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est quoi ? Je pense que le virage du cloud a été loupé par Atos. C'est peut-être ça. Ils n'ont pas su s'y mettre alors qu'ils étaient légitimes. Rappelons que IBM a loupé le virage du cloud. Que celui qui a dominé à 70% le cloud, c'était Amazon avec AWS jusqu'à ces quelques années. Et aujourd'hui, il a encore 40 ou 50% de part de marché mondial. Donc je pense que la partie infrastructure, infogérance, c'est celle-là qui est un peu l'enfant malade. Et la partie évidente dans laquelle ils veulent mettre la cybersécurité, ça, c'est une partie qui a beaucoup de valeur et de poids. Après, Atos n'est pas une société en difficulté. C'est une société qui a 3,5 milliards de cash, qui a une petite dette nette de l'ordre de 1,7 milliard, qui a réussi à obtenir, je crois que c'était en juin, une consolidation d'une partie de ses facilités de trésorerie qui étaient de 2,3 milliards. 1,5 milliard ont été consolidés jusqu'à 30 mois en moyen terme. Donc c'est pas encore une société complètement malade, mais en fait on se dit quel gâchis, il pourrait faire beaucoup mieux. Je pense que Atos... toute la stratégie d'acquisition des années de Thierry Breton, notamment, a masqué la sous-performance opérationnelle. Je pense que c'est le sujet aujourd'hui d'Atos et on sent que ça tâtonne au niveau de la stratégie. Rappelons qu'ils avaient fusionné avec Bull, ils avaient repris Bull, d'où les supercalculateurs et d'où une sacrée expertise. On va terminer avec le secteur bancaire, avec deux infos. D'abord, le changement de tête à la Société Générale, puisque c'est Slawomir Krupa, le patron de la Banque de financement et d'investissement, qui va remplacer Frédéric Oudéa. Pourquoi est-ce que le patron de la BFI gagne dans ce dossier, Arnaud ? Je crois que le contexte a certainement placé gagnant Slawomir Krupa, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un contexte tel de marché, d'incertitude et autres, qu'il y avait une prime, je dirais, à celui qui a été choisi par rapport à Sébastien Proto, qui était, je dirais, un peu un copier-coller de Frédéric Oudéa. Ça semble assez évident. Je pense que c'est vraiment lié au contexte actuel, c'est vraiment lié au fait qu'il va falloir beaucoup d'agilité, et je pense que c'est un signe, en tout cas, des actionnaires et du conseil d'administration sur le fait que les quelques années qui viennent vont être complexes. Et les deux finalistes que vous venez de citer, ils étaient déjà à la Société Générale. Est-ce que ça veut dire que finalement Frédéric Oudéa avait plutôt bien préparé sa succession ? Il a réussi sa succession, il a réussi sa sortie. Il est resté 13 ans. Il n'y a pas un dirigeant du CAC 40 qui est resté aussi longtemps, ni un dirigeant de banque, ou peut-être que par le passé Michel Pébreau, bien sûr, oui, bien sûr. Inoxydable Michel Pébreau. Mais je pense qu'effectivement, il a réussi sa sortie quand, à un moment, le choix se fait entre deux personnes en interne. Je pense que effectivement, ça veut dire que cette entreprise a été bien gérée dans, je dirais, le plan de poursuite d'activité. Ça signifie que s'il était arrivé un truc à Frédéric Oudéa, on aurait pu le remplacer en interne très vite. C'est vrai que c'est plutôt Sébastien Proto qui tenait la corde. Pourquoi ? Parce qu'il avait le profil.
Énarque, inspecteur des Ouais, finances et autres, qui généralement sied quand on veut devenir patron de banque. Là, c'est un profil complètement différent. Slawomir Krupa, il était depuis 1996 à la Société Générale. Il a un profil beaucoup plus classique, en tout cas pas de ces milieux-là. Ça prouve que ça change et que la Société Générale prend son envol, quoi. C'est plus une annexe, je dirais, de l'inspection générale des finances, quoi. On va terminer avec le dossier Crédit Suisse. Là, j'ai besoin de vos lumières. Je lisais la presse helvétique qui disait « L'action de Crédit Suisse est tombée au prix d'un café. La réputation de la banque est au plus mal. Les marchés n'écartent plus l'hypothèse d'une faillite. Comment ce creuset de la prospérité nationale a-t-il pu en arriver là ?» J'aimerais bien que vous répondiez à cette question. Alors, je ne vais pas être aussi ambitieux d'y répondre, mais en fait, on s'aperçoit que depuis le départ de Tidjane Thiam, c'est juste une catastrophe, quoi. Ils ont été 3 à se succéder. Mais en arrière-plan, c'est une guerre, d'abord, une double guerre en fait. Il y a une guerre entre les banquiers privés et les banquiers d'affaires au sein de Crédit Suisse. C'est-à-dire, arrêtons la gestion de fortune traditionnelle qui fait pourtant la fortune de beaucoup de banques luxembourgeoises ou suisses et allons vers des dossiers beaucoup plus risqués et beaucoup plus rentables. On a vu ce que ça a donné avec les pertes dans Archegor, le hedge fund, 5 milliards et demi de perdus en 2021, avec les 10 milliards d'engagements à risque sur Greensill, vous vous souvenez, l'acteur britannique de la facturage. Et donc, on a vu ce que ça a donné. Donc, on a accumulé les déboires et les pertes. Et puis, il y a une vision helvétique et une vision internationale. Donc, ceux qui sont au sein de l'entreprise et qui sont des internationaux préfèrent être beaucoup plus rigoureux et les helvétiques veulent garder en fait ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Résultat, il y a une bad bank, il y a une banque d'investissement et puis il y a le reste. Quand on dit qu'il y a une bad bank, en général, on a tout dit. Voilà. Et que le risque aujourd'hui, c'est qu'on en soit à vendre les actifs rentables pour aller au secours des actifs non rentables, en fait. Je crois que c'est ça. Les parallèles avec Lehman qu'on voit fleurir un peu partout sont fondés, selon vous ? Pour moi, ils le sont pas. En fait, la faillite d'une banque ne représente plus, qui plus est en Europe aujourd'hui, un risque systémique. On a imposé aux banques d'avoir des fonds propres. On a vu Crédit Suisse racheter 3 milliards de dettes la semaine dernière. Goldman Sachs a sorti une note assassine hier ou cette nuit, disant qu'il pensait qu'il y aurait entre 4 et 8 milliards de pertes en 2024 chez Crédit Suisse. Mais pour l'instant, même si leur valeur est passée de 30 milliards à 10 milliards, ils ont réussi, je dirais, à faire face. Mais on n'est pas dans le risque systémique, en fait. Et surtout pas en Europe. Si Crédit Suisse disparaît, ça me fait penser davantage à Deutsche Bank, qui a été le malade de l'Europe pendant des années sans avoir sa restructuration. Là, c'est le cas de Crédit Suisse aujourd'hui. On n'est plus dans ce risque systémique, d'abord parce que actuellement on n'est pas dans des risques de liquidité comme en 2008. 2008, c'était une vraie crise de la liquidité. Vous vous souvenez, c'était les États qui venaient au secours des banques. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il y a beaucoup de règles prudentielles et ça va pas toucher l'Europe en fait. Merci beaucoup pour votre éclairage. Arnaud Marion, évidemment, on se retrouve le mois prochain. Je rappelle que vous êtes fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. On termine cette émission en parlant d'insectes avec Bastien Augéry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'Innovafeed, spécialiste donc des insectes. On va revenir là-dessus. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous avez levé le mois dernier 250 millions d'euros. À un moment où on disait beaucoup, finalement, les levées de fonds ralentissaient. Et là, je vois ce chiffre qui, quand même, est très, très significatif. Et je me dis, mais comment ont-ils fait pour aller séduire des investisseurs dans un moment qui n'était peut-être pas forcément le plus opportun qu'on ait connu ? Ah, tout à fait. Il y a eu une vraie difficulté dans ces opérations de financement avec le marché qui se tend sur un business qui est nouveau et en croissance. Ce qu'on a réussi à faire, c'est convaincre ces différents investisseurs grâce à la fois à nos assets qui sont notre base client avec des contrats d'enlèvement de plus d'1 milliard sur les 10 prochaines années, nos contrats d'implantation pour les prochaines unités de production en France, en Europe, aux États-Unis, en Asie, nos partenaires financiers existants. On a déjà Ecréadev et Temasek qui sont 2 fonds d'investissement
je dirais, très réputés dans ce secteur-là, mais aussi la technologie, notre plateforme IP, notre plateforme technologique et l'ensemble des personnes qui constituent la société ont permis de convaincre ces investisseurs. Et on est aujourd'hui assez fiers d'avoir réussi à sécuriser dans un environnement assez complexe 3 grandes catégories d'investisseurs, des investisseurs souverains, avec notamment l'entrée de QIA, le fonds du Qatar, qui nous accompagne donc dans la durée pour les 5, 10, 15 prochaines années. Des investisseurs de type impact, avec notamment ABC World, qui est un fonds impact qui est extrêmement important pour notre business et ce qu'on a envie de créer. Et la dernière typologie d'investisseurs, qui sont les investisseurs corporate, et on a notamment ADM et Cargill, qui sont les 2 plus gros acteurs du secteur, qui nous ont rejoints dans notre aventure, alors qu'ils étaient déjà partenaires chez Innovafeed, soit sur l'amont, soit sur l'aval, soit sur les 2, mais qui désormais nous accompagnent aussi au niveau capitalistique. Et c'est pour nous quelque chose qui est important d'avoir à la fois ces 2 acteurs, pas uniquement un, parce qu'on pourrait ensuite avoir des difficultés avec un seul acteur, alors que là on a les 2, donc c'est quasiment un consortium, et qui permet de montrer aussi, de démontrer à l'ensemble du secteur que ces investisseurs, ces acteurs industriels très réputés ont confiance dans le modèle, dans la technologie développée par Innovafeed. Et vous mentionnez des acteurs étrangers, notamment Temasek ou le fonds du Qatar. Comment ça se fait que vous attiriez des fonds étrangers ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalent à ce que vous faites ailleurs dans le monde aujourd'hui ? Alors, si je reprends un tout petit peu, on a aussi la BPI qui est rentrée à notre capital dans ce tour de table, et on avait créé ADEV historiquement, qui est le fonds de la famille Mullier. Mais effectivement, il a été nécessaire d'aller chercher des fonds étrangers, notamment des fonds souverains, qui ont la capacité de pouvoir se positionner sur des secteurs comme les nôtres, qui sont des secteurs innovants, qui sont des secteurs aussi long terme. Et en France, il y a peu de fonds qui ont la capacité d'investir dans des secteurs comme les nôtres, qui sont des secteurs technologiques, industriels, nouveaux. Et c'est effectivement un peu un manque qui est en train d'être comblé, notamment par le travail que fait Emmanuel Macron sur ces différents sujets, en essayant de rebooster la BPI pour les industries et notamment les innovations industrielles à horizon 2030. Donc c'est un vrai effort qui a été fait, mais effectivement aujourd'hui en France on est assez, je dirais, pauvre dans le secteur financier, notamment en haut de bilan, pour accompagner des sociétés comme les nôtres. Alors on va revenir sur ce que vous faites. Vous faites des protéines de mouches soldats noirs destinées à l'aquaculture, des huiles d'insectes pour les porcs et les volailles, des engrais 100% naturels qui sont issus des déjections, donc des mouches. Dit comme ça semble pas très technologique, et pourtant c'est un des premiers mots que vous avez prononcé. Vous avez dit on a une solution technologique. Où elle est la technologie là-dedans ? Alors, ce qu'on a fait avec Innovafeed, c'est 3 choses. On a développé une technologie, et j'y reviendrai, un modèle pour en faire des produits qui répondent aux enjeux du 21e siècle, et notamment de produire plus pour accompagner l'évolution de la population en minimisant l'impact qu'on a sur nos ressources, que ce soit les ressources en termes d'émissions carbone ou de biodiversité. Donc c'est ces 3 grands éléments qu'on s'est évertué de construire chez Innovafeed. Pour revenir sur la partie technologique, aujourd'hui, on a à peu près une vingtaine de familles de brevets qu'on a déposées. Et cette famille de brevets constitue 3 grands pôles. Premier, c'est tout ce qui est lié à la science du vivant. Donc, ce qu'on fait, c'est on élève des insectes. Donc, on a besoin de comprendre comment nos insectes se nourrissent, grandissent, se développent. Et donc, on a un certain nombre de brevets liés à la génétique, à la croissance de l'insecte, à la manière dont on vient formuler la recette pour alimenter nos insectes, les conditions de température, etc. Donc ça, c'est la première famille de technologies qu'on a développées. D'accord. Une deuxième famille de technologies, c'est autour des process et des équipements et de l'automatisme. C'est un process qui est innovant, où on a besoin de faire appel à de l'automatisme pour arriver à contrôler et faire de l'élevage de masse. Parce qu'on reproduit ce qui se passe dans la nature avec nos insectes, sauf qu'on le fait dans des très grandes usines. Et donc, on ne peut pas venir piloter ou monitorer un insecte après les autres. On a plusieurs milliards d'insectes dans nos usines, donc on a besoin d'avoir plusieurs milliards. Exactement. Donc, on a besoin d'avoir des process extrêmement efficaces, extrêmement automatisés pour pouvoir arriver à monitorer et à construire ces différents sujets. Donc pareil, on a des brevets liés à nos process, au système d'automatisme. Et le dernier élément, c'est la donnée. On a une chance, c'est qu'on construit des usines qui sont nouvelles, donc on a accès à énormément d'informations.
On a plus de 3000 capteurs sur nos sites, ce qui veut dire qu'on a les données de température, de croissance, d'humidité, qu'on peut arriver à extraire, à collecter et à faire parler pour arriver à mieux comprendre nos process ou la vie de nos insectes. Et donc, c'est ces 3 briques technologiques que l'on a constituées année après année pour arriver à construire un modèle qui soit performant d'un point de vue économique, mais aussi performant d'un point de vue environnemental. J'ai lu que cette levée de fonds dont on parlait allait vous servir à vous développer aux États-Unis. Mais en fait, moi, je vous ai reçu il y a 2 ans, je crois. Vous veniez déjà de boucler une levée de fonds de 140 millions, ce qui était déjà énorme. C'était justement pour vous implanter aux États-Unis. Donc, je me dis, ça n'a pas avancé. Où est-ce qu'on en est? Alors, on est dans un monde industriel qui est, à la différence du monde digital, qui peut être très, très rapide. Nous, c'est un monde industriel qui a un certain nombre d'éléments à préparer en amont d'une implantation. Donc il faut qu'on aille sécuriser le terrain, qu'on aille sécuriser les contrats d'off-take, donc d'implantation et d'off-take, sécuriser l'ensemble du panorama réglementaire pour pouvoir arriver à nous implanter. Et donc c'est ce qu'on a fait depuis la précédente levée de fonds. Et donc cette levée de fonds aujourd'hui, c'est pour vraiment déployer le modèle aux États-Unis et lancer la construction. Donc on a réussi sur ces dernières années à sécuriser un site aux États-Unis qui est à côté de Chicago, qui est la plus grande unité d'amidonnerie au monde, qui est le siège social aussi d'ADM. Et qui est rentré à votre capitale, c'est ça? Qui est rentré à notre capitale par ailleurs. Et c'est sur cette plus grande unité de production du monde que l'on va venir s'accoler pour bénéficier d'un certain nombre de synergies avec leurs activités et construire notre usine et produire nos insectes et nos différents produits. Alors, allez-y, expliquez-moi juste les synergies rapidement. Alors, effectivement, on a construit un modèle qui est extrêmement pertinent, encore plus dans le modèle actuel de tension sur les coûts énergétiques. C'est on vient s'implanter en proximité de nos fournisseurs de matières premières. Et donc, on vient récupérer 2 choses. On vient récupérer ce qu'on appelle des énergies fatales, donc des énergies qui sont aujourd'hui pas utilisées par nos partenaires industriels. Et donc, ça nous permet de chauffer, en quelque sorte, nos bâtiments d'élevage à moindre coût ou quasiment gratuitement, et gratuitement d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue carbone. Parce qu'en fait, on ne génère pas de chaleur à partir du pétrole ou à partir d'autres éléments pour chauffer nos insectes. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième niveau de synergie est une synergie par les matières premières. On vient récupérer des matières, des déchets en quelque sorte, de nos partenaires qui sont humides. Donc ça évite à nos partenaires de sécher ces matières premières. Et le séchage, c'est quelque chose qui est extrêmement énergivore. Donc ça nous permet d'économiser, nous, des coûts, parce que ça permet d'acheter ces matières premières moins chères, mais ça permet aussi à nos partenaires de limiter leurs coûts de séchage. Et donc, c'est un équilibre qui est gagnant-gagnant avec nos partenaires. Et c'est ce modèle-là qui est à la fois très résilient, parce que ça veut dire qu'on se source à 200 mètres à la ronde. Donc, on a notre source de chaleur et nos sources de matières premières qui sont à 200 mètres de chez nous, ce qui veut dire que dans des tensions de supply chain, on est complètement immunisé par rapport à ça. Et le deuxième élément qui est extrêmement important aujourd'hui, c'est qu'avec la montée des énergies, notre énergie sous forme de chaleur est gratuite, notre matière première permet de faire des économies d'énergie à nos partenaires. Donc en gros, plus les énergies augmentent, plus c'est intéressant pour nos partenaires de travailler avec nous. Donc c'est un modèle qui est très résilient et qui est encore renforcé par cette crise énergétique parce que ça montre qu'on peut arriver à être encore plus performant avec nos partenaires. J'ai lu que vous aviez au début de l'année déposé un dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché de l'alimentation humaine auprès de l'Autorité européenne de la sécurité des aliments. D'abord, où est-ce que ça en est? Et ensuite, quand on parle protéines de mouche, j'ai du mal à voir à quel moment ça va pouvoir se retrouver dans mon alimentation à moi. Donc à quoi ça pourrait ressembler? Alors c'est une très bonne question. C'est pour la petite histoire, Innovafeed est parti de l'alimentation humaine initialement lorsqu'on s'est lancé. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que vous faire changer de votre steak de bœuf par un steak d'insecte grouillant, c'était pas gagné. En tout cas, pas à très court terme. Et donc, on a mis ça un peu sur le côté. Et aujourd'hui, avec un certain nombre d'évolutions, c'est un projet qui est à nouveau extrêmement pertinent. Pour répondre à votre question sur l'autorisation, donc c'est un dossier qu'on a déposé fin d'année dernière, qui va être... pour l'instant, on a tous les rouages administratifs qui sont en cours et qui sera obtenu à peu près sur le milieu de l'année prochaine. Donc, il va nous permettre, à partir du milieu de l'année prochaine, de pouvoir arriver à vendre nos produits directement
en nutrition humaine. Quelle forme est-ce que ça prendra ? Ouais. 3 grands types de produits. On fait des produits soit pour la nutrition sportive, donc ça peut ressembler à des barres protéinées ou des shakers, parce qu'il y en a des très bonnes propriétés d'assimilation de ces protéines, elles sont extrêmement digestes. D'accord. Le deuxième élément, c'est sous forme de snacking, donc il peut être sous forme d'apéro ou de bar. Troisième élément, c'est sous forme d'alternative aux viandes. Donc ça peut être par exemple des sortes de falafel ou du steak. Mais c'est toujours à partir de mouches ou ce sera d'autres insectes ? Non, c'est toujours à partir de nos insectes, qui sont effectivement des mouches soldats noirs. Donc c'est ces produits-là où on vient les retraiter, donc c'est plutôt des larves qu'on vient travailler, et on vient en extraire la partie, donc la protéine et les huiles, et c'est ces 2 produits-là que l'on va utiliser comme matière première pour faire ces différents aliments. Et du coup, on sera sur des produits qui seront ultra transformés. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal avec ce que vous expliquiez avant, les notions d'impact notamment ? Alors, effectivement, il faut faire la part des choses entre les différents points. Tout l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à réduire l'impact carbone de notre alimentation, mais aussi d'avoir une alimentation qui soit saine et de qualité. Les protéines et les huiles d'insectes sont des produits de très grande qualité, extrêmement digestes, avec les bonnes vitamines, les bons minéraux dans ces produits-là. Et donc, c'est des produits qui sont effectivement transformés. On ne mange pas un insecte comme ça. Alors, on pourrait le faire, mais je pense qu'il y aurait une certaine barrière psychologique avant qu'on arrive à le faire directement. Mais par le truchement d'autres produits, que ce soit des barres protéinées, des alternatives, on peut arriver à faire évoluer notre régime alimentaire progressivement. On n'est pas des révolutionnaires. Enfin, on ne pense pas qu'on puisse arriver à faire à manger, qu'on puisse arriver à nourrir des gens avec des insectes grouillants d'une manière massive et donc avoir un impact massif. Pour avoir un impact massif, il faut que ça soit adapté et adopté par les différentes personnes. Et donc, pour ce faire, il faut qu'on arrive à trouver le meilleur mode de fonctionnement pour faire accepter ce type de protéines qui est assez nouvelle en Europe. C'est sûr. Moi, j'en ai encore jamais mangé. Et je pense que c'est très différent pour des animaux. Pour des animaux, c'est des truites, des saumons, c'est ce qu'ils mangent à l'état naturel. Donc, Ouais, c'est de reproduire le régime naturel. Donc, c'est des éléments qui sont à la fois performants pour eux, mais aussi naturels. Pour l'homme, c'est aussi performant et c'est naturel, mais ça nécessite un changement d'habitude alimentaire. Merci beaucoup, Bastien Augéry. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Innovafeed. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis lundi, vous avez rendez-vous avec Stéphane Soumier. Passez un très bon week-end sur Bismart. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.